Créer sa SARL. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Au vu du nom qui est à rallonge, on voit l'intérêt de l'acronyme SARL qui simplifie quand même relativement la tâche. Pour les besoins de la vidéo, on va d'abord définir ce qu'est une SARL. On va voir les avantages et les inconvénients, on va voir toutes les modalités de structure, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez du nouveau contenu sur la SARL. Déjà, structurellement parlant, une SARL est une société de personnes. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un lien qui est extrêmement fort entre ses associés. Parce que oui, il y a des associés dans une SARL, il y en a au minimum 2. C'est une société qui est dite intuitu personae et qui se distingue des sociétés de capitaux. Notamment qui va se distinguer de la SAS, la société par action simplifiée. Je le précise, quand on est à plusieurs, on parle de SARL et quand on est tout seul, on parle de URL. La SARL va s'adresser à tous ceux qui veulent s'associer pour tout type d'activité, que ce soit une activité commerciale, libérale ou alors artisanale. Attention, ce statut n'est pas adapté à tout ce qui va être profession juridique, judiciaire ou alors dans le secteur de la santé à l'exception des pharmaciens. Donc pour les avantages et les inconvénients de la SARL, j'ai trouvé un tableau qui est très bien fait sur le site Legal Start, je vous le mets directement à l'écran. Au niveau des avantages, on a dans la sécurité de fonctionnement un fonctionnement qui est encadré par le code de commerce, on a peu de risques de désaccord entre les associés et le gérant et on a une stabilité dans la gestion de la structure. Au niveau des charges sociales, c'est moins élevé qu'en SAS. Le gérant associé majoritaire est rattaché au régime de la sécurité sociale des indépendants, donc ça c'est très intéressant également. On a une couverture plus faible que pour un assimilé salarié, mais en parallèle, on a moins de charges sociales qui viennent s'appliquer, donc c'est également très intéressant. On nous dit aussi dans les avantages que c'est une forme qui va être adaptée aux projets familiaux. Donc voilà, Legal Start nous dit que c'est une forme juridique qui est très courante pour mener des projets familiaux et que justement, on a un statut qui est très intéressant dans ce cadre-là, c'est que la SARL va proposer le statut de conjoint collaborateur. Donc si votre conjoint veut participer à votre activité, il peut le faire via ce statut de conjoint collaborateur. Dans les inconvénients, on a un fonctionnement qui va être rigide. Et oui, forcément, en société, c'est compliqué que dans une entreprise individuelle. On a des règles de fonctionnement qui sont encadrées par la loi. Ok, bon, ça c'est le cas dans toutes les formes juridiques, j'ai envie de dire. On a peu de liberté pour définir les règles de fonctionnement. Et on a au niveau des associés une entrée difficile pour les nouveaux associés. Et on vient nous préciser que la cession de parts est soumise à une procédure d'agrément qui est assez stricte. Maintenant, on va voir les associés de la SARL. Comme je vous l'ai dit, dans la SARL, on est plusieurs associés. Les associés peuvent être des personnes physiques, donc des individus comme vous et moi, ou alors des personnes morales. Les personnes morales, c'est évidemment des entités juridiques, comme par exemple des entreprises ou alors des associations au sens de la loi 1901. Il faut noter qu'il n'y a aucune condition d'âge ou de capacité pour être associé d'une SARL. Un mineur même non émancipé peut être associé d'une telle société. Par contre, il ne pourra pas agir directement. L'administration des biens est confiée à son représentant légal, donc à ses parents ou à son tuteur. Il n'y a pas de difficulté pour les ressortissants de l'Union européenne. Par contre, pour les ressortissants d'un pays non européen, il faut être titulaire d'un titre particulier, donc c'est la carte de résident, ou alors c'est le titre de séjour étudiant ou encore le carte de séjour salarié. Maintenant, on va voir le nombre minimum d'associés dans une SARL. Comme je vous l'ai dit, le URL c'est tout seul, la SARL c'est à plusieurs et il y a au minimum 2 associés. Quand je dis qu'il faut 2 associés, c'est qu'il faut 2 associés pour fonder la société. Sachez que si vous commencez à 2 et que vous voulez finir tout seul, il est possible de passer de la SARL à l'EURL, il y a des moyens légaux pour le faire, donc vous n'êtes pas emprisonné dans un carcan. Ça c'est quand même quelque chose de bon à savoir parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait et peut-être que vous serez amené justement à passer en EURL ou alors que vous serez amené, si vous êtes en EURL, à passer en SARL. Maintenant, on va voir les modalités de création. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer sa SARL et ça va passer notamment par les apports. De même que dans tous les autres types de sociétés, il va falloir faire un apport. Cet apport va s'échanger contre des parts de la société qu'on appelle plus couramment des parts sociales. Si vous regardez l'émission Qui veut être mon associé sur M6, vous voyez exactement à quoi ça fait référence. Donc les apports peuvent être de plusieurs natures. On a l'apport en numéraire, c'est la mise à disposition d'une somme d'argent, d'un virement bancaire, etc. C'est vraiment de l'argent qui va être apporté. On a aussi l'apport en nature, donc ça va être des locaux, des brevets, etc., etc. Donc il faut noter que ça peut être un apport physique comme le local ou alors un apport qui est immatériel comme par exemple des droits, des brevets, etc. Il faut
faut noter que pour ce type d'apport, la nomination d'un commissaire aux apports est obligatoire pour qu'il puisse évaluer le montant des apports. Donc il faut une estimation qui est apportée par l'expertise justement de ce commissaire aux apports. Parce qu'au final, il faut quand même quantifier ce qu'a apporté chacun en valeur vraiment pécuniaire. Et enfin, on a l'apport en industrie qui peut aussi être réalisé, et au même titre que l'apport justement en nature, il faut également qu'un commissaire aux apports vienne l'évaluer de manière pécuniaire. Ce type d'apport va concerner par exemple la mise à disposition d'un savoir technique, d'un savoir-faire ou de service. Pour ce qui est des apports en numéraire, ceux-ci doivent être libérés au minimum à la hauteur de 20%. Quant au surplus, il devra être libéré au maximum dans les 5 années suivantes. C'est plutôt intéressant parce que vous pouvez décider de créer une SARL avec 10 000 euros de capital social, apporter directement à la création 5 000 euros et progressivement arriver à la somme finale. Enfin, nous allons voir les responsabilités des associés de la SARL. La SARL, c'est vraiment un des moyens les plus sûrs d'entreprendre en société. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui passent par ce modèle social-là, car les fondateurs vont pouvoir bénéficier de la protection de leur patrimoine personnel. En cas de difficulté, de grosses difficultés financières, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports qu'ils ont effectués. D'où l'importance de cette évaluation faite par le commissaire aux apports. Ce qui va se passer, c'est que les créanciers professionnels, s'il y a une procédure collective, par exemple une liquidation judiciaire, ne vont pouvoir se payer que sur les biens sociaux. Ils ne pourront pas aller chercher les biens personnels de l'associé de la SARL. Donc ça, c'est quand même bien parce que ça cantonne et ça limite vraiment la responsabilité aux biens sociaux. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très important et extrêmement protecteur. On va conclure cette vidéo par les droits des associés de la SARL. Je vous le rappelle, il y a d'autres vidéos sur la SARL qui vont sortir petit à petit, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Donc encore une fois, j'ai trouvé un tableau qui est extrêmement clair et extrêmement intéressant à analyser, qui va nous permettre vraiment de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants des droits des associés de la SARL. Donc si vous regardez bien, vous avez le droit de participer aux décisions, donc ça c'est tout à fait logique. On nous dit que chaque associé va disposer d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède, donc c'est exactement le même procédé que sur M6 par exemple. Vous avez tant de pourcents de parts sociales, vous avez un droit de participation qui est équivalent à ce droit. En premier, on nous met en avant le droit de participer aux décisions de la société. C'est logique, chaque associé va disposer d'un nombre de voix qui va être égal à celui des parts qu'il possède. On a aussi une assemblée générale qui est tenue au moins une fois par an pour approuver les comptes de la société. C'est pas une gestion seule, il faut cohabiter avec les autres associés évidemment, et c'est là que les parts sociales vont aussi intervenir. Et là, pour toute modification structurelle, on nous dit aussi que le vote des associés est obligatoirement requis pour toute modification des règles de fonctionnement ou d'organisation dans les statuts. Donc ça, c'est extrêmement protecteur aussi des associés entre eux, puisqu'en fait, vraiment, il va falloir voter majoritairement pour pouvoir modifier de manière structurelle l'objet de la SARL. Tout ce qui est prévu dans les statuts est protégé par ce biais-là. Ensuite, on nous donne aussi le droit aux dividendes de la SARL. Donc c'est la capacité que vont avoir les associés de capter une part des profits qui vont être réalisés par la structure. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que s'il y a un excédent de bénéfices, la SARL va pouvoir reverser des dividendes. Donc très intéressant et extrêmement motivant pour les associés qui vont travailler dans cette SARL. Ensuite, on a le droit de désigner et de révoquer un gérant. Donc ça, c'est des modalités vraiment très spécifiques qui sont liées directement au code du commerce. On a également le droit d'information. Donc ça, c'est un droit de poser des questions par écrit au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Quand on a un soupçon sur la direction que va prendre la société, on a le droit d'interroger directement par écrit le gérant. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du gérant de la SARL, puis nous parlerons également de la fiscalité qui est afférente à la SARL. En attendant, je vous invite à regarder l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran.